Aujourd'hui, on commence le chapitre 3 qui concerne le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Au cours de ce chapitre, on va introduire un certain nombre de notions qui seront très utiles par la suite, à savoir l'espace des fonctions d'onde, la notation de Dirac, les opérateurs linéaires, et on va voir comment calculer et déterminer les vecteurs et les valeurs propres d'un opérateur linéaire. Et on termine par introduire une notion importante et cruciale en mécanique quantique, c'est la notion d'observable. Mais avant de commencer, on rappelle que nous avons montré au cours des chapitres précédents l'existence de la dualité entre corpuscules, aussi pour le rayonnement que pour la matière. Et nous avons vu comment on peut associer à chaque particule quantique une fonction d'onde psi r de t. C'est une fonction d'onde qui contient toutes les informations concernant la particule étudiée ou bien le système en question. Comme nous l'avons vu aussi, cette fonction d'onde satisfait un certain nombre de propriétés et nous avons interprété le carré de module de cette fonction comme étant la densité de probabilité de trouver la particule dans une région de l'espace. Et dans plusieurs exemples, nous avons vu, ou bien nous avons calculé l'intégrale de psi carré sur un élément de volume et nous avons remarqué que cette quantité converge toujours vers une quantité finie et cette expression présente la probabilité totale de trouver la particule dans tout l'espace et cette quantité égale à 1. L'ensemble des fonctions qui vérifient cette propriété forment un espace qu'on appelle espace des fonctions de carré sommable. Donc, c'est un espace qui possède une structure de l'espace de Hilbert. Elle est de dimension infinie parce que toute fonction psi r de t peut prendre une infinité de valeurs en un point fixe de R. Pour illustrer ceci, donc je reviens, ou bien on peut revenir à un exemple qu'on a vu dans la série de comme un exercice. Il s'agit d'une particule confinée dans un puits de potentiel infini et qui se déplace selon un axe OX. Nous avons trouvé que les solutions de l'équation de Schrödinger sont données par des fonctions d'onde psi n de x qui est égal à A sinus n pi x sur A, où A est la largeur du puits et n c'est un entier qui varie de 1 jusqu'à l'infini. Donc, vous remarquez ici que pour chaque valeur du x fixe, on a une infinité de valeurs qui peut prendre cette fonction d'onde. Ainsi, l'espace L carré est de dimension infinie. Du point de vue physique, L carré est un espace trop vaste et très large. Donc, il contient des fonctions discontinues, ainsi de suite. Donc, on s'intéresse toujours en physique à des fonctions qui sont continues, dérivables et même indéfiniment dérivables et à ces ports bornés. Donc, par la suite, on va noter cet ensemble par E, qui est un sous-espace de L carré. Donc, c'est un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel. Il est à noter ici que les fonctions, on dit qu'une fonction a ses ports bornés, c'est-à-dire elle est nulle en dehors d'un intervalle, elle est non nulle à l'intérieur de cet intervalle. Et on cite ici l'exemple de cette fonction qui est nulle à l'extérieur du puits, elle est non nulle à l'intérieur du puits parce que la probabilité de trouver la particule à l'extérieur du puits est égale à 0. Donc ici, comme E est un espace vectoriel, il doit
vérifier un certain nombre de propriétés. Et la propriété la plus importante, c'est vous prenez ici deux fonctions d'onde psi1 et psi2 comme étant deux fonctions d'onde de E. Alors, la combinaison de ces deux fonctions vous donne une fonction d'onde psi de x. Et nous avons vu au cours des chapitres précédents que si psi1 et psi2 sont deux solutions de l'équation de Schrödinger, la combinaison de ces deux solutions vous donne une solution de l'équation de Schrödinger. Et ce principe est fondamental en mécanique quantique, qu'on appelle principe de superposition, qu'on va voir dans les chapitres suivants. De même, on peut munir cet espace d'un produit scalaire. Un produit scalaire, c'est une application. Donc, si, comme vous le savez, dans un espace, si vous avez un espace vectoriel ou un espace euclidien, le produit scalaire, c'est une application bilinéaire de E croix E vers R. Mais ici, le produit scalaire, elle est défini de E croix E vers C. Donc, il est défini comme étant phi scalaire psi est égal à moins l'infini plus l'infini, le conjugué de phi, psi, d de x. Ici, je dois faire deux remarques. La première concernant la notation. Dans certains ouvrages, au lieu de noter, d'utiliser la notation inférieure phi, virgule psi, phi, on peut utiliser les parenthèses. Donc, phi, psi. Donc, c'est une question de notation. La deuxième, il s'agit de paramètres dont dépend phi. Ici, on a supposé que la particule se déplace selon un seul axe, selon une seule dimension. On peut généraliser cette expression pour calculer le produit scalaire de deux fonctions d'onde d'une particule qui se déplace sur une sphère et qui va paramétriser par un vecteur R qui possède trois composantes, X, Y et Z. Pardon. Donc, ce produit scalaire vérifie un certain nombre de propriétés. Donc, il est linéaire. Il est linéaire par rapport au deuxième membre, c'est-à-dire phi lambda 1 psi 1 plus lambda psi 2 est égal à lambda 1 phi psi 1 plus lambda 2 psi 2. Mais il est antilinéaire par rapport au premier membre. C'est-à-dire, si vous avez une combinaison linéaire dans le premier terme ici, lambda 1 phi 1 plus lambda phi 2 scalaire psi, pour faire sortir les constantes ou bien les complexes, il faut prendre leur conjugué, c'est-à-dire il faut prendre ici lambda 1 étoile phi 1 psi plus lambda 2 étoile phi 2 psi. Le produit scalaire n'est pas linéaire, n'est pas, pardon, commutatif. Si vous travaillez dans un espace euclidien, le produit scalaire elle est linéaire. Si vous prenez deux vecteurs, deux vecteurs quelconques, U, V, U scalaire V est égal à V scalaire U. Mais ici, le produit scalaire n'est pas commutatif. Phi scalaire psi n'est pas égal psi phi, mais elle est égale à psi phi étoile. Donc, ceci, on peut le montrer facilement. Donc, ici, on peut utiliser la définition des produits scalaires pour montrer ceci. De même, si vous prenez le produit scalaire d'une fonction avec elle-même, il vous donne une quantité positive en nil, et dans ce cas, on note par cette notation, psi de x, c'est la norme de psi, et est égale à la racine du produit scalaire psi, psi. Donc, puisqu'il s'agit ici d'un espace vectoriel, E est un espace vectoriel, il est intéressant
de déterminer les différentes de base de cet espace. Dans notre cas, il y a deux possibilités de définir les bases de E. La première, c'est de considérer une base discrète. Et la deuxième, c'est de prendre une base continue. On définit une base discrète comme étant un ensemble UIX avec I prendre peut aller de 1 jusqu'à l'infini et ces fonctions sont des fonctions d'onde de E. Donc cet ensemble détermine une base complète de E s'il vérifie les conditions. S'il vérifie la condition d'orthonormalisation, c'est-à-dire cet ensemble doit être orthonormé, c'est-à-dire UI scalaire UJ est égal à 1 si I égale à J, et égal à 0 si I différent de J. Dans le premier cas, on dit qu'ils sont normés, et dans le deuxième cas, UI et UJ sont des orthogones. La deuxième condition qu'on doit vérifier pour que cet ensemble forme une base, il faut que chaque fonction d'onde psi de E peut se décomposer de manière unique sur cette base. Et la décomposition s'écrit comme étant psi de x est égal sigma ci UIX. Avec ci, ce sont des nombres complexes et qu'on appelle les composantes de psi sur la base ou bien les coefficients de décomposition. Alors, comment on détermine ces constantes? On doit projeter psi sur cette base. C'est-à-dire qu'il faut calculer le produit scalaire de UI avec psi et on utilise ici la définition du produit scalaire UI étoile x psi de x. Et de même, ici, on va remplacer psi par son expression de tout à l'heure, c'est-à-dire sigma Cj Uj, puis je vais permuter la sommation avec l'intégrale pour obtenir ici une intégrale U étoile I, Uj dx, qui n'est rien d'autre que le produit scalaire de UI avec Uj. Et j'utilise ici la définition du produit scalaire, c'est-à-dire UI scalaire Uj est égal à delta Ij, et la sommation va vous donner Ci. Donc, vous remarquez ici que les composantes, ou bien les coefficients de décomposition de psi sur cette base ne sont rien d'autre que la projection de psi sur UI, ou bien le produit scalaire de UI par psi. Donc, comme conséquence de ces deux propriétés, on va partir de l'expression de psi, c'est-à-dire le développement de psi sur cette base, et je vais remplacer ici Ci par l'expression que nous avons trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire UI scalaire psi, et je vais utiliser la définition du produit scalaire, c'est-à-dire UI étoile, UI psi x', dx', vous remarquez que nous avons utilisé ici une variable miette parce que l'intégrale ne dépend pas de cette variable et parce que nous avons déjà ici x. Donc, il faut utiliser une autre variable. Je vais regrouper les éléments de base entre crochets que j'ai mis en rouge ici et je vais utiliser ici une propriété importante de la distribution de Dirac. Et je vous invite ici à revenir au polycopier pour voir un peu, pour voir certaines propriétés concernant les distributions de Dirac. Donc, la propriété fondamentale des distributions de Dirac, c'est-à-dire que ce sont des fonctions généralisées, donc qu'on appelle des distributions. Ici, chaque fonction psi de x peut s'écrire comme étant une intégrale psi x' delta x moins x' dx'. Donc ici,
je vais comparer les deux expressions et je vais conclure que ce qui se trouve en rouge doit être égal à delta x moins x'. Donc ici, c'est une relation très importante qu'on appelle la relation de fermeture. Donc, la deuxième façon de déterminer la base de E, c'est de prendre une base orthonormée complète continue. Donc, au lieu de prendre un paramètre, un indice discontinu ou bien discret, on va prendre un paramètre continu qui va caractériser cette base. Donc, l'ensemble V alpha, avec alpha appartient à R, détermine une base complète de E si elle vérifie les deux relations. La relation d'orthonormalisation qui s'écrit comme étant l'intégrale V alpha étoile V bêta, qui est égale à delta alpha moins bêta. Et la relation de fermeture qui s'écrit, qui prend cette forme. Ici, alpha, c'est le paramètre continu qui caractérise cette base. Donc, de même, pour toute fonction de E, psi de x, elle peut se développer sur cette base de manière unique et la décomposition s'écrit comme étant une intégrale moins l'infini. L'infini, c'est alpha, v alpha, d alpha. Tout à l'heure, dans la base discrète, nous avons utilisé, au lieu d'utiliser l'intégrale, nous avons utilisé quoi? La sommation sur un indice discret. Et les coefficients de décomposition C alpha sont donnés par le produit scalaire de alpha psi. Ici, j'ai donné des notions qui sont importantes, mais vous pouvez revenir au polycopier pour voir la démonstration et l'explication en détail. Pour comparer les deux bases, on a dressé un tableau comparatif. Donc, la base, c'est-à-dire entre la base discrète et la base continue. Donc, dans la base discrète, l'indice I sera remplacé par un paramètre continu alpha et l'ensemble UIX qui est défini par, qui est caractérisé par un indice I allant de 1 jusqu'à 2 sera remplacé par des fonctions V alpha de X, mais cette fois-ci, alpha sera un paramètre continu. La sommation discrète sigma I sera remplacée par une intégrale sur d alpha et le symbole de Kronecker delta IJ sera remplacé par delta alpha moins bêta, c'est le symbole, ou bien c'est la distribution de Dirac. Une autre fois, il faut revenir aux polycopies pour voir les propriétés qui concernent les distributions de Dirac.